Bonjour et bienvenue à cette session WorldShare, gestion des collections, la synchronisation des données WorldCat. Mon nom est Manon Barbeau. Aujourd'hui à l'agenda, je vais vous faire une introduction à la synchronisation des données WorldCat, donc vous expliquer qu'est-ce que la synchronisation des données. Je vais vous montrer comment naviguer dans l'interface, comment créer une collection de synchronisation, comment chercher vos collections de synchronisation et comment charger un fichier de NoticeMark afin d'en faire la synchronisation des données WorldCat. Alors, qu'est-ce que la synchronisation des données? C'est un service automatisé qui vous permet de synchroniser vos localisations avec WorldCat afin que vos collections soient visibles et disponibles par le biais des divers services d'OCLC. Vous pouvez donc ajouter des notices bibliographiques originales dans WorldCat si elles n'existent pas déjà, ajouter ou supprimer des collections dans WorldCat. Il y a un aide-mémoire qui est disponible sur notre site web de documentation. Je vais vous montrer comment trouver cette aide-mémoire tout à l'heure quand on sera dans l'interface et ceci vous aidera à préparer la création de votre collection de synchronisation. Alors, je vais aller tout de suite dans mon interface WorldShare. Je suis donc connectée dans mon compte WorldShare. Si vous avez besoin d'informations et des instructions de votre URL et de votre nom d'usager et mot de passe pour vous connecter à WorldShare, vous pouvez toujours communiquer avec le support d'OCLC. Sinon, c'est une information que vous devriez déjà avoir en main. Alors, chaque bibliothèque a son URL personnalisé et dépendamment des rôles qui sont assignés à votre compte, vous allez avoir plus ou moins d'onglets dans le haut de l'interface. Alors, moi, ici, j'ai plusieurs onglets. Ce qui va nous intéresser, c'est les métadonnées, mais avant, je vais vous expliquer que ici, vous voyez votre nom d'usager. Vous pouvez modifier la langue de l'interface si vous désirez, modifier votre mot de passe et bien sûr fermer la session. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours ouvrir ce petit menu ici. En cliquant sur Aide générale, vous allez avoir accès à toute la documentation d'OCLC de WorldShare. Alors, je peux cliquer ici, je vais plutôt sélectionner français. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe ici avec mon alors voilà, je vais passer au français. Et ce qu'on veut voir, c'est la gestion des collections. Alors, j'ai toute la documentation nécessaire ici. Et si je vais dans le bas complètement, je vais trouver... Attendez un petit peu. Oui, évidemment, il faut que je clique sur collection synchronisation des données. Et maintenant, je vais en bas et j'ai la possibilité de créer un aide-mémoire pour la création d'une collection de synchronisation. Alors ici, on a toutes les informations que vous avez besoin, que vous devez avoir en main pour pouvoir créer une collection. Alors, c'est important de venir chercher cette information-là avant de créer la vôtre. Comme ça, vous aurez prévu toutes les informations qui étaient nécessaires. Contacter l'assistance technique. Donc, si on revient à mon menu ici, contacter l'assistance technique vous permet d'envoyer une demande d'information ou d'aide à l'équipe de support d'OCLC. Et Community Center, c'est un endroit où vous pouvez communiquer avec d'autres bibliothèques qui utilisent nos services WorldShare, mais ce Community Center est disponible en anglais seulement pour l'instant. Alors, je vais cliquer sur l'onglet métadonnées parce que c'est là où se trouve la gestion des collections. Alors, encore une fois, vous pouvez avoir plus ou moins d'options qui s'offrent à vous ici dans le menu de gauche. C'est toujours avec le menu de gauche, le menu qui se trouve à gauche, qu'on peut naviguer dans l'interface. Alors, je ne veux pas faire de gestion des notices, je veux ouvrir la section gestion des collections. Alors, ici, je peux choisir l'étendue que je veux chercher. Alors, si j'ouvre ce menu, j'ai
collection synchronisation, qui est un des choix d'étendue. Et si je connais le nom de la collection que j'ai déjà cherchée, je peux l'inscrire ici ou je peux tout simplement taper ou cliquer sur chercher et je vais automatiquement avoir les collections qui sont déjà disponibles, les collections que j'ai déjà créées pour la synchronisation des données. Mais avant de vous expliquer plus en détail comment chercher et comment retourner dans une collection, je vais fermer les onglets et nous allons voir comment créer une collection parce que c'est ce qu'on veut faire. Alors, créer une collection. Une fenêtre s'ouvre et je dois sélectionner le type de collection que je veux créer. Alors, je veux créer une collection synchronisation des données. Maintenant, je dois sélectionner le type de synchronisation et on a 4 choix qui s'offrent à nous. Collection bibliographique, notices de fonds locaux, supprimer des localisations WorldCat ou supprimer des notices de fonds locaux. Donc, vous pouvez créer 4 types de collections. Ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette présentation, c'est la plus courante. Donc, c'est une collection de type bibliographique. Alors, je vais sélectionner celle-ci et cliquer sur Créer. Voilà, j'ai donc un bordereau pour une collection bibliographique que je dois créer. Alors, j'ai différentes sections. Si je ferme cette section-ci, vous allez voir que j'ai différentes sections dans cette collection. La première section, propriété. Alors, je dois donner un nom à ma collection. Les zones qui ont un astérisque sont des champs obligatoires. Alors, le nom de la collection est obligatoire. Alors, je peux l'appeler comme je veux. Alors, ajout des localisations dans Word. Évidemment, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, pourvu que ce soit un nom qui signifie quelque chose pour vous. Idée de la collection, nouveau. Alors, le numéro de la collection n'est toujours pas assigné parce que je n'ai pas enregistré ma collection. Cependant, je pourrais le faire tout de suite. Si je suis prête à dire, je crée ma collection, je veux enregistrer cette collection-là, je vais quand même pouvoir modifier toutes les informations que j'ai besoin de modifier. Alors, je clique sur Enregistrer et au lieu de nouveau, j'ai maintenant un nom, un numéro de collection. Vous allez comprendre que ce numéro-là devient très important parce que c'est le numéro ID de la collection que vous allez devoir utiliser lorsque vous créez un fichier. Donc, vous allez devoir donner ce numéro-là dans le nom du fichier de NoticeMark que vous allez nous envoyer. Et c'est comme ça qu'on va savoir que contient ce fichier-là et d'où il vient. Alors, tout à l'heure, je vais vous expliquer aussi les règles à suivre pour le nombre de fichiers que vous créez et que vous allez nous envoyer. Donc, l'établissement, c'est le nom de votre bibliothèque. Ici, bon, je suis dans un compte d'OCLC Canada. Mon symbole, alors vérifiez, assurez-vous que c'est bien votre symbole OCLC qui est là. On peut aussi faire une collection de synchronisation pour un groupe de bibliothèques. Par exemple, si vous allez envoyer un fichier pour plusieurs symboles OCLC. Donc, une université qui aurait différents campus et chacun de ces campus-là possède son propre symbole. Plutôt que d'envoyer des fichiers séparés par symbole, vous pouvez créer un groupe, une collection de synchronisation de groupe. Mais avant de faire ça, il faut nous demander un symbole de groupe. Alors, si jamais vous voulez faire ça, communiquez avec OCLC et on vous orientera, on vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Pour le bien de la formation, je vais laisser cette option à non. Alors, ce n'est pas une collection de synchronisation pour un groupe. Est-ce que je suis une bibliothèque WMS? Moi, oui, parce que je suis
une employée d'OCLC, alors mon système local, c'est WMS pour vous. Si WMS n'est pas votre système local, ben, ce sera indiqué non. S'il y a le nom d'une tierce partie ou d'un consortium qui fait l'envoi de vos fichiers, on veut le savoir. Alors, vous pouvez l'inscrire ici. Le type de synchronisation, donc bibliographique, c'est ce qu'on a choisi tout à l'heure. Le format des données est original en format marque. Si jamais vos notices ne sont pas en format marque, alors ça change tout. Il y a des frais additionnels pour traiter des fichiers de notices qui ne sont pas en format marque. Alors, il faut communiquer avec OCLC, votre représentant ou votre bureau local, afin d'avoir des prix pour les projets de notices qui ne sont pas en marque. Alors, pour nous, pour aujourd'hui, on va garder marque comme format de données. Est-ce qu'on doit utiliser l'état de la notice pour le traitement? Oui ou non? Alors, si on dit oui, ce que ça fera, ça voudra dire que vous envoyez et des notices à ajouter et notices ou localisations à ajouter et des localisations à supprimer. Donc, si dans vos notices, dans le leader, vous avez un D pour delete, selon le format marque, nous, on va automatiquement prendre en considération cette donnée-là et enlever votre localisation des notices de cette notice qui a votre localisation dans WorldCat. Pour les besoins de la cause, on va laisser à non. Alors, tout ce que vous envoyez dans cette collection, ce sont des notices ou des localisations à ajouter dans WorldCat. Vous pouvez, un autre type de synchronisation, c'est supprimer des localisations. Alors, si vous voulez créer une autre collection pour supprimer seulement, vous pouvez le faire. Alors, dans ce cas-là, vous enverrez des fichiers avec un numéro de collection différent et qui sera seulement des suppressions de vos localisations dans WorldCat. Est-ce que c'est la collection de synchronisation par défaut? Non, parce que j'en ai plusieurs. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait une recherche, j'en avais déjà plusieurs. Bon, évidemment, c'est un environnement que j'utilise pour faire des formations et des tests, alors j'en avais déjà plusieurs. Mais si vous créez votre première collection de synchronisation, évidemment, ici, ce sera oui, parce que ce sera votre seule collection et ce sera celle par défaut. Alors, la date et l'heure de création, le nom de l'usager qui a créé. Vous pouvez aussi ajouter une description de 500 caractères maximum qui pourrait vous aider à comprendre ou à savoir à quoi sert cette collection. J'ai donc complété la première partie. Je vais maintenant fermer la section. Ensuite, je vais aller à la deuxième section qui est information sur la notice bibliographique. Donc, la première zone qui contient un astérisque, donc c'est une zone obligatoire, c'est un champ obligatoire. Ce qu'on veut savoir, c'est l'estimation de notices que vous allez envoyer dans votre premier fichier. Donc, le premier fichier que vous allez nous envoyer, on veut savoir à peu près combien de notices ce fichier contient. Est-ce que c'est quelques centaines, quelques milliers, des millions? Alors, c'est vraiment pour pouvoir évaluer combien de notices vous envoyez. Est-ce que c'est un gros projet ou c'est un projet de quelques centaines de notices seulement? Donc, quand vous allez faire l'extraction de vos notices dans votre système local, vous allez sûrement avoir un nombre de notices et vous pouvez venir le mettre ici. Donc, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être exact au nombre de notices près, mais un estimé du nombre de notices que vous allez envoyer. Je peux toujours cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder les informations que j'inscris au fur et à mesure, mais le système va aussi faire des sauvegardes de ce que j'inscris. Mais moi, j'aime bien enregistrer de temps en temps les informations que je saisis. Tout à coup, qu'il y aurait une panne de courant ou quoi que ce soit. Alors, les informations que je viens de saisir seront toujours sauvegardées. Il y a d'autres actions pour la collection. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. Ce qui sera très important, c'est soumettre la collection à OCLC. Et ça, je vais vous en parler tout au long de la formation. Quand vous êtes prêt à envoyer votre fichier,
il faut aussi soumettre la collection. Si vous ne cliquez pas si vous ne changez pas le statut pour soumettre la collection à OCLC, même si vous avez envoyé un fichier, rien ne se produira. Votre fichier va rester sur nos systèmes parce qu'on a besoin que la collection ait le statut soumis. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Et en plus, quand vous cliquez sur soumettre la collection, vous ne pouvez plus modifier la plupart des informations. Les seules données que vous pouvez modifier sont les commentaires et les coordonnées. Alors, c'est important de ne pas cliquer sur soumettre la collection tant que vos informations ne sont pas complètes, mais il sera important de le faire quand vous êtes prêt à envoyer votre fichier chez OCLC. Maintenant, ici, on a deux onglets. L'onglet Système, fournisseur, nom du système, version. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est le nom de votre système local, le fournisseur et le numéro de la version. Et tout ça, c'est pour aider le personnel qui font l'analyse de vos données et qui établissent votre projet. C'est pour leur faciliter la tâche parce que chaque fournisseur a des particularités dans leurs notices. Et quand on sait d'où proviennent les notices, bien, ça simplifie le tout. Maintenant, emplacement des numéros OCLC, on veut savoir dans vos notices. Si vous avez des numéros OCLC dans votre notice, où se trouvent ces numéros? Alors, vous avez différents choix ici. La plupart du temps, c'est dans 0,35 $A. Si la sous-zone peut être différente, mais vous pouvez ajouter plus d'une localisation. Donc, c'est dans 0,35 et dans une autre étiquette, vous pouvez aussi l'ajouter. Donc, les petits plus et moins vous permettent d'ajouter ou enlever des zones. L'emplacement de votre numéro de système local, encore une fois, c'est important. On veut savoir où on peut trouver votre numéro de notice le numéro de notice de votre système local dans la notice. Alors, la plupart du temps, c'est dans le 001, mais encore là, ça peut être différent. Ça peut être dans le 907 $A ou autre. Encore une fois, avec le plus, vous pouvez ajouter plus d'une localisation, plus d'un emplacement. Donc ça, c'était l'onglet Système. Maintenant, on va aller dans l'onglet Traitement. Alors, c'est ici où on va dire quoi faire exactement ou certaines particularités qu'on veut établir dans le traitement de nos notices. Alors, la première question, c'est limiter les notices ajoutées à la transition WorldCat. Et si je place mon curseur sur le point d'interrogation, j'ai un petit peu plus d'informations. Alors, ce que ça dit, si vous sélectionnez oui, les notices ne seront pas ajoutées à WorldCat. Ces notices restent dans un emplacement temporaire de transition et seront éventuellement supprimées, soit au bout de 120 jours. Ce que ça veut dire, de la façon qu'on fonctionne, donc on sait tous que dans WorldCat, il y a des notices maîtresses. Alors, une seule notice en principe par type de document. Et si la notice que vous envoyez n'existe pas déjà dans WorldCat, on veut l'ajouter à WorldCat. Si, évidemment, elle répond aux critères minimaux de catalogage. Par contre, certaines bibliothèques préfèrent ne pas ajouter les notices à WorldCat et plutôt les envoyer dans une zone de transition où ils peuvent aller et reviser les notices. Parce que ça peut être des notices aussi qui ont des erreurs de format marque. Donc, si la notice n'a pas trouvé une notice correspondante dans WorldCat, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, ce n'est pas nécessairement une notice originale. Alors, dans ce cas-là, si on sélectionne oui, ces notices s'en vont dans cet emplacement de transition et vont rester là, disponibles pour la bibliothèque. Votre bibliothèque seulement, les autres bibliothèques ne verront pas ces notices-là et vous pourrez les modifier pendant 120 jours. Au bout de 120 jours, elles sont effacées. Donc, si vous voulez que les notices qui n'ont pas trouvé de notice existante dans WorldCat, si vous voulez qu'elles soient ajoutées comme des notices originales, alors on va laisser cette option à non. C'est ce que la plupart des bibliothèques choisissent de faire.
Ici, remplacer notice dans WorldCat. Alors, moi ici, c'est gris, mais si vous avez cette option et que vous dites oui, ça veut dire que si vous envoyez des notices, un fichier de notices, et dans celui-ci, il y a des notices qui ont été créées par votre bibliothèque. Donc, dans le 040 $A, c'est votre symbole au CLC qui est là. Donc, c'est vous, c'est votre notice à vous qui a été ajoutée dans WorldCat et que vous cochez oui ici et vous envoyez une notice qui a été modifiée, améliorée, on la remplacera. On ne remplacera jamais des notices créées par d'autres bibliothèques parce que sinon, on remplacerait continuellement les notices qui sont là parce que les notices qui sont dans WorldCat sont considérées acceptables et des notices maîtresses. Utilisez la zone de catalogage 040 $B des notices. Donc, si on laisse cette zone à oui, et je mets mon curseur ici, ça veut dire que par défaut, les notices que vous nous envoyez, nous considérons que la langue de catalogage, donc 040 $B, est l'anglais. Et on va automatiquement assigner anglais comme langue de catalogage à vos notices. Si vos notices sont cataloguées en français, en espagnol, en allemand, alors vous voulez sélectionner non et choisir le code de langue, par exemple français. Je vais aller à français. Alors, je descends. Voilà. Alors, le 040 $B sera français pour les notices que j'envoie. Informations exclues pour les zones de contrôle fixe. Alors, ce qu'on peut faire, il y a deux options. Quand vous faites l'extraction de vos données dans votre système local, il est certain que vous pouvez exclure des informations que vous ne voulez pas envoyer. Ça peut être des zones fixes ou des zones variables. Par exemple, dans les zones variables, vous pouvez dire les étiquettes 500. Je ne veux pas, si l'indicateur, le premier indicateur est un 1 et le deuxième est un 6, la sous-zone, toutes les sous-zones, si cette condition existe ou contient une certaine valeur, par exemple, note locale ou quelle que soit la valeur contenue dans ce 500-là, l'action, alors qu'est-ce qu'on veut qu'au CLC fasse? On exclut toute notice contenant ces données ou on exclut les zones qui contiennent ces données. Alors, ça peut être très, très précis. On peut dire si la zone n'existe pas, si la zone est vide, si ça contient n'importe quelle valeur. On peut dire excluez ces notices ou excluez ces zones. C'est la même chose pour les zones de contrôle et les zones fixes. Vous pouvez sûrement déjà exclure ces informations-là quand vous faites l'extraction de vos données dans votre système local. Mais si jamais ce n'est pas possible, vous pouvez le faire ici. J'aimerais préciser que toutes les informations que vous entrez ici vont être revisées. Quand vous envoyez un fichier et que votre collection a été soumise, donc soumettre la collection à OCLC, une fois que tout ça est fait et que votre fichier est rendu chez OCLC, votre projet est en attente. Donc, il est dans la file d'attente et dès qu'il y a un spécialiste ou ou une spécialiste qui va être prêt à s'occuper de votre projet va être assigné à cette personne-là. Et cette personne-là va communiquer avec vous et va vous dire « Bonjour, mon nom est un tel, c'est moi qui fais l'analyse de vos données. » Et si cette personne a des questions, ils vont vous les poser. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont définies dans la collection, ils vont vous poser, il ou elle va vous poser les questions pertinentes. Alors, inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas certain ou certaine des informations que vous entrez ici, il y a toujours moyen d'échanger avec la personne qui sera assignée à votre projet. Alors, je vais cliquer sur « Enregistrer » pour m'assurer que je ne perds rien des informations. Oh, alors, j'ai des erreurs.
Voyez-vous, le système est très intelligent. Alors, j'ai fait des modifications ici, évidemment. Je n'ai pas sélectionné ce que je voulais faire. Je n'avais pas sélectionné une action, donc il me donnait cette erreur. Donc, quand il y a une erreur, on vous dit exactement où se trouve l'erreur pour que vous puissiez facilement modifier l'information. Donc, j'ai terminé maintenant la deuxième section. On va maintenant aller voir informations sur les données bibliographiques locales. Donc, les informations de données bibliographiques locales, c'est si vous utilisez Discovery, notre système de recherche. Alors, vous pouvez dire, moi, je veux conserver mes données bibliographiques locales. Par exemple, des notes locales, des vedettes matières locales. Je veux les conserver et les afficher à mes usagers uniquement. Donc, ces informations-là sont conservées dans une section de WorldCat, mais elles sont rattachées à votre bibliothèque seulement. Ce qui veut dire que n'importe qui cherche WorldCat ne verront pas vos données, mais un usager qui se trouve à votre bibliothèque, qui cherche Discovery dans votre environnement, va voir ces zones. Alors, vous pouvez, par exemple, demander de conserver le titre uniforme. Et vous pouvez ajouter plusieurs emplacements ou sources. Même chose pour les 500. Alors, sélectionnez quel 500 exactement vous voulez conserver. Donc, un 599, par exemple. Et où vous voulez conserver, dans quelle étiquette vous voulez conserver cette information-là. Même chose pour les 600. Alors, vous pouvez cocher toutes les étiquettes que vous voulez conserver. Et même chose pour les 700. D'accord? Cependant, si vous n'utilisez pas Discovery dans votre bibliothèque, ce n'est pas nécessaire de compléter cette section-ci. Informations sur la livraison de notices marques. Il est possible, après le traitement de votre fichier, on peut vous livrer des fichiers de notices marques. Donc, vous nous avez envoyé, je ne sais pas, 3000 notices. On a traité 3000 notices. On va dire il y en a 20 qui ont été rejetés parce qu'elles n'étaient pas conformes au format marque, il y avait des erreurs. Mais vous voulez obtenir un fichier de toutes ces notices-là. Donc, vous sélectionnez oui. Et vous pouvez dire retournez-moi les notices WorldCat. Et dans les notices WorldCat, on ajoute aussi, donc les notices WorldCat, ou retournez-moi les notices de ma bibliothèque. Donc, les notices que je vous ai envoyées, retournez-les-moi, mais on va aussi inclure dans ces notices-là, dans le 035, le numéro OCLC. Alors, vous pouvez utiliser ces fichiers-là pour recharger dans votre système local ou quelle que soit la raison. Ce n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas avoir des fichiers de notices à chaque fois. Vous laissez ce paramètre à non, tout simplement. Maintenant, je parlais de numéro OCLC. C'est important de pouvoir recharger les numéros OCLC dans votre système local. Donc, le numéro de la notice WorldCat qui correspond à votre notice dans votre système local. Vous obtenez différents rapports quand un fichier est traité. Et ça, encore une fois, vous allez recevoir plus d'informations une fois que votre projet va être mis en route et que votre premier fichier va avoir été chargé. Vous allez recevoir plus d'informations sur les rapports qui sont disponibles, mais il y en a un qui s'appelle Cross-Reference. Alors, Cross-Reference, c'est une colonne qui contient vos numéros de notice dans votre système local et dans une deuxième colonne, le numéro de notice OCLC correspondante. Alors, vous pouvez utiliser ce fichier-là pour charger tout simplement dans votre système local, dans vos notices, ajouter un 035 avec le numéro de notice OCLC correspondante. Par défaut, vous allez obtenir ces rapports-là. Maintenant, la section commentaires, c'est la meilleure façon de communiquer avec l'équipe de synchronisation. Si vous avez une question,
vous voulez faire une modification, vous voulez préciser quelque chose, ajouter un commentaire. C'est la façon la plus directe de communiquer avec notre équipe de synchronisation des données. Alors, vous donnez un sujet, disons, et là, vous tapez votre commentaire. Et vous cliquez sur « Ajouter » et cette note-là reste ici. À chaque fois que quelqu'un du département de synchronisation des données va communiquer avec vous, ils vont aussi venir ajouter le commentaire ici. Donc, on va avoir l'historique de toutes les communications qu'il y aura eu entre vous et l'équipe de synchronisation des données. Quand vous allez cliquer sur « Soumettre la collection », la zone « Commentaires » et la zone « Coordonnées » sera toujours modifiable. Les autres sections, vous ne pourrez plus les modifier. Donc, je vais fermer la section commentaires et ouvrir la section coordonnées. Alors, c'est ici qu'on veut au moins le nom de 2 personnes. Donc, si je clique sur le plus, au moins le nom, prénom, le titre et l'adresse électronique d'au moins 2 personnes contactent chez vous parce que c'est avec vous que notre équipe de synchronisation des données va communiquer. Alors, s'il y a des modifications, vous pouvez toujours venir faire les modifications ici. Je vais cliquer sur « Enregistrer » et voilà, la collection a été enregistrée. Donc, c'est comme ça qu'on crée une collection de synchronisation. Encore une fois, là, on a créé une collection bibliographique. On pourrait créer une notice, supprimer les localisations. Pas une notice, une collection. On a notre aide-mémoire qui est ici et qui vous décrit très bien chaque étape et chaque zone. Les commentaires, les informations sur les notices bibliographiques, quoi mettre et pourquoi. Alors, vous avez toujours cette aide-mémoire qui est disponible. Donc, toujours en cliquant sur « Besoin d'aide » et vous allez pouvoir aller chercher dans la documentation. Donc, ma collection est créée. Maintenant, en cliquant sur les en cliquant sur les X, j'enlève tous les onglets qui sont ouverts. Alors, maintenant, si je vais aller voir, disons que je reviens, je n'ai pas encore cliqué sur « Soumettre ma collection », mais j'ai vérifié combien j'avais de notices, combien mon premier fichier contiendrait de notices. Je veux revenir. Alors, je reviens dans WorldShare, métadonnées, gestion des collections. Et dans l'étendue, bon, j'ai collection, titre, fournisseur. Je choisis collection synchronisation. Si j'ai le nom exact de ma collection, je peux l'inscrire ici. Mais sinon, je clique sur chercher et voilà, j'ai mes collections qui sont ici. C'est assez rare qu'une bibliothèque a 4 collections. Tout au plus, vous aurez 2 collections, donc une pour ajouter et une pour supprimer. Ici, c'est celle qui est par défaut, mais comme vous voyez, c'est vraiment mon environnement où je fais de mes formations et c'est pour ça que j'en ai 4. Donc, celle qu'on vient de créer, elle est ici. Alors, je clique et je peux toujours venir la modifier jusqu'à temps que je sois prête et que j'envoie mes fichiers et que je clique sur « Soumettre la collection » à OCLC. Une fois que vous avez soumis la collection, vous ne pourrez plus modifier ou détruire les collections. Vous ne pourrez plus modifier les 4 premières sections. Mais vous allez être prêt à envoyer votre fichier chez OCLC. Maintenant, comment est-ce qu'on en a? Petit détail, les règles pour les noms des fichiers. Alors, on a besoin du numéro ID numéro ID de la collection de synchronisation, donc le numéro de 7 chiffres. Si je reviens ici, c'est ce numéro-ci, suivi d'un point et votre symbole d'OCLC. Votre symbole OCLC, donc le numéro de la collection,
point, votre symbole au CLC. Vous pouvez ajouter d'autres informations si c'est important pour vous. Par exemple, point, la date du jour, si vous voulez savoir, avoir plus d'informations et pouvoir distinguer ce fichier-là d'autres fichiers, parce qu'il y a des bibliothèques qui font du chargement tous les jours. Alors, c'est important pour eux parce que les rapports vont contenir aussi ce nom de fichier-là. Alors, c'est important d'ajouter les informations qui vont vous permettre de différencier les fichiers de rapport. Alors, le fichier doit être un .mrc, évidemment. Et quand c'est non-marque, c'est .csv ou txt, mais ça, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a des frais pour le traitement des notices qui ne sont pas en format marque. Donc, il faut vous communiquer avec nous. Alors ça, ce sont les règles pour les noms de fichiers. Si je reviens ici, alors je peux toujours retourner. Ici, j'ai mes historiques de recherche où je peux cliquer sur « Fermer tous les onglets » pour enlever l'information qui se trouve sur mon écran. J'aime beaucoup avoir un écran clair, alors j'utilise souvent le X pour fermer toutes les sections. Maintenant, quand vous êtes prêt à envoyer un fichier, vous pouvez le faire de deux façons. Soit avec un compte SFTP. Alors, si vous voulez faire ça, vous devez communiquer avec nous pour obtenir votre nom d'usager et votre mot de passe. Ce n'est pas une information qu'on peut fournir par courriel, donc il faut absolument appeler soit à votre bureau au CLC local ou au support au CLC afin d'obtenir ces informations. Et on vous donnera plus d'informations sur le répertoire et comment trouver l'endroit où télécharger pas télécharger, mais charger votre fichier, ou la façon la plus simple, sous Mes fichiers, Chargement, et là vous cliquez sur Choose File, et là vous choisissez votre fichier, et vous devez sélectionner que c'est synchronisation des notices bibliographiques, et vous cliquez sur Charger, et vous allez avoir le nom de fichier le fichier va apparaître ici. Les fichiers sont conservés là pendant 90 jours. 90 jours, ils sont effacés. Ce qui se passe maintenant, quand votre collection, vous avez cliqué sur Soumettre à OCLC, vous avez envoyé votre fichier, vous avez tout simplement à attendre. L'attente peut être de quelques jours à quelques semaines, dépendamment du volume de nouveaux projets qu'on a à traiter. Alors, une fois que vous avez cliqué sur « Soumettre la collection », vous avez envoyé votre fichier, votre projet est dans une file d'attente, il va être assigné à quelqu'un dès que possible et cette personne-là va communiquer avec vous pour vous dire « Bonjour, je m'appelle Intel et je vais m'occuper de votre projet ». Entre-temps, il n'y a rien de plus que vous pouvez faire. OK? Sous « Mes fichiers », c'est là où vous allez pouvoir aussi télécharger vos différents rapports. Alors, j'ai cliqué sur « Téléchargement » et je vais aller voir, je vais sélectionner donc « Rapports » parce que je veux seulement les rapports. Et si j'ai des rapports de chargement, je vais les voir ici. Alors, le nom du fichier, ce sera le même nom avec une extension dépendamment du type de fichier, le même nom de fichier que celui que vous avez assigné, que vous avez donné lors de la création de votre fichier. La date de téléchargement, et vous pourrez télécharger ces différents fichiers-là. Il y a beaucoup de rapports qui sont disponibles. Encore une fois, vous allez obtenir plus d'informations quand votre projet sera établi et mis en route. Maintenant, si on retourne dans la gestion des collections, il y a quelques paramètres qui peuvent être importants pour vous. Donc, si je clique sur « Paramètres de l'établissement » pour notice, et je vais dans la section « Notice marque », ça peut être intéressant, important pour vous. Non. Attendez un peu. Dans rapport, pardon. Pas dans notice marque, mais dans rapport.
de vous abonner pour recevoir des rapports sur les livraisons et sur le traitement des localisations WorldCat. Alors, si vous voulez recevoir des rapports, vous dites oui. Les rapports vont toujours être ici. Mais si vous voulez les recevoir par courriel, vous pouvez le sélectionner ici. Vous devez entrer un numéro d'autorisation à 9 caractères qui vous a été fourni ou devrait vous être fourni. Si vous ne l'avez pas, encore une fois, communiquez avec OCLC et on va vous le donner. Et vous pouvez choisir quel rapport vous voulez obtenir. Alors, vous choisissez ici les différents rapports et vous devez ajouter une adresse électronique et choisir le format du rapport que vous voulez. Faites attention parce que il est possible qu'il y ait déjà des noms de certains de vos collègues qui soient ajoutés ici, qui reçoivent des rapports sur les notices pour la gestion des collections, donc la base de connaissances. Alors, vérifiez avec les noms des autres personnes qui sont déjà dans les paramètres pour les rapports. Alors, c'est ce qui complète ma petite présentation. Alors, le service à la clientèle d'OCLC est toujours disponible à cette adresse courriel et par téléphone en Amérique, évidemment. Par contre, ce service est disponible en anglais seulement, 1-800-848-5800. Le mieux, c'est de fonctionner par courriel et vous pouvez même envoyer un courriel en français et là, il y a quelqu'un qui pourra vous aider en français. Ou sinon, vous pouvez téléphoner à votre bureau d'OCLC le plus près de chez vous. Alors, ceci complète la session d'aujourd'hui. Merci et bonne chance.